Hugo, quoi de neuf? Bah écoute, ça va. Merci de me recevoir dans ton R2 training Yes. de Vendôme. Belle salle plein Paris. Ouais. Comment ça se passe alors ici, c'est ton fief? Ouais, on va dire que ça fait un petit moment maintenant que c'est la maison. Ouais. On s'entraîne tous les jours ici, hein, pratiquement. J'évite le week-end parce qu'il y a pas mal de monde le Beaucoup de week-end. monde. Mais l'après-midi, en tout cas, on va dire que c'était la salle de Joff avant et maintenant c'est un peu la mienne aussi. C'est la salle de votre duo, on va dire. Ouais. Bon, c'est cool. J'étais avec ton compatriote Alan la semaine dernière, il y a 2 semaines même de ça, on était au chalet. Et puis on discutait, c'est vrai qu'on se connaît de par le rugby, de par nos racines en Ouais. Puy, Vienne, de là où on vient. Raconte C'est un vrai. petit peu ton parcours du rugby vers l'Aerox. J'ai attaqué en 99 le rugby, donc à 5 ans. Ouais. Première licence pendant la Coupe du Monde où la France bat les Blacks. Ouais. Petit rappel Magnifique. historique. Donc j'attaque par le rugby en même temps que le judo. J'ai toujours fait un sport individuel, un sport co. Le sport co, c'était le rugby. Je suis allé un peu au tennis aussi à côté. Donc à 15 ans, 14-15 ans, sélection Isère. Tu reçois la lettre de Bourgoin-Jallieu pour aller dans le club d'à côté. Je vais donc en section rugby au lycée Loiselet à Bourgoin. Je passe aussi par le Loup, plus tard en Réchelle. Et donc après, pour les études supérieures, je vais à Ampuy, où j'ai un coach que tu connais, Stéphane André, qui me recrute. La famille André, C'est sont- toute une institution. voilà, c'est une institution là-bas. Et après, je retourne à Bourgoin où c'est Gilles Coquart qui était un peu mon mentor, on va dire, à la fac et dans le rugby. Je retourne en espoir. Il me dit, t'as rien à perdre, même si t'es un peu vieux, va en espoir à Bourgoin. Et puis comme ça, tu joueras Tente en ta chance réserve et- de l'équipe professionnelle. Et je retourne là-bas. Je me fais malheureusement face à Bourg-en-Bresse les croisés. Et puis après, j'ai tenté de retourner dans le milieu amateur du rugby, mais j'ai vite compris que le milieu amateur me plaisait pas tant que ça. Mhm. C'était soit le rugby professionnel, soit Ouais. de par aussi tes envies de performance, tes envies d'évoluer au plus haut niveau. Donc au final, on a un parcours qui est quand même similaire et parallèle. Comment s'est passé après la suite post-rugby, post-remise on va dire, à niveau avec le genou? Écoute, le truc, c'est que derrière le rugby, j'ai tout de suite switché avec l'objectif d'être prof de sport. Ok. Donc au niveau professionnel, j'avais mon focus qui a changé. Je me suis fait les croisés et je me suis dit, OK, maintenant, tu as ton concours, donc le CAPEPS. J'avais eu ma licence entraînement. Et à ce moment-là, Gilles Coquart qui me dit, va en master MEF, comme ça, tu passes un concours. Si ça ne marche pas, les coachings ou ton boulot de préparateur physique, tu auras toujours à manger avec le métier de prof de PS. Et donc, je me suis mis à fond dans le concours, qui est un concours difficile, parce qu'il y a 10% de réussite, je ne sais pas si on le sait. Donc, beaucoup de temps à la bibliothèque. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais un emploi du temps où je gardais la salle de muscu de STAPS. C'est moi qui avais les créneaux horaires. J'étais rémunéré. Ok. Donc, soit je révisais, soit je faisais beaucoup de watt bike et des cross-training. Et je passais du temps à la bibliothèque pour avoir mon concours. Et donc ça, c'était quelle année alors? L'année, je dirais que je l'ai fait en 2018, je me fais les croisés. 2019-2020. Ça, c'était les 2019-2020. années derrière où je me suis focus sur le concours. Et donc, ton début, on va dire, dans le milieu, dans ta branche professionnelle en tant que prof de sport, comment ça s'est passé? Tu as été muté à Paris? Ouais. Comment ça s'est passé alors? Alors, au début, j'étais contractuel dans la région lyonnaise. Et ensuite, en 2023, en 2022, j'ai eu mon concours. Donc, j'ai été 1 an en stage à Givors. Et ensuite, Qu'on connaît bien. tu connais bien. Et ensuite, je suis parti 1 an muté dans le 93. Je suis arrivé sur Paris. Donc, j'arrive à Paris pour la Coupe du Monde de rugby.
et en même temps l'Aerox qui arrive en France tout en même temps. Donc, je pose un petit peu la question au gars que j'ai la chance d'interviewer. T'en as entendu parler comment pour la première fois d'Aerox? En fait, j'allais dans une salle de CrossFit. Comme j'avais plus la salle, c'était la maison, moi vraiment, la salle Staps, j'avais les clés, j'y allais. J'avais mon appart à Lyon et la salle. Hein. Et la bibliothèque aussi. Donc, c'était 3 lieux de communion, ouais, on va dire. Donc donc je connais Aerox. J'ouvre la porte d'une salle de CrossFit dans le 11e et j'entends parler d'une course qui arrive, où on court, etc. Et le format me plaît, quoi. Et je me renseigne à l'époque à R2 Bastille et on me propose l'Aerox. Et je me rappelle, il y a un coach qui me dit: toi qui viens du rugby, je pense que tu peux aimer l'Aerox. Donc je commence à m'intéresser. J'appelle un pote qui était sur Lyon, qui était dans le CrossFit. Je lui dis: écoute, viens, on tente le format Aerox. Et je fais la première course à Paris. Et donc c'était à ce moment-là, c'était Porte de Versailles, tu disais? Ouais, c'est ça, Porte de Versailles en duo. Vous étiez en open, tu fais quoi comme temps? Vous faites, Ce que j'expliquais, je me rappelle plus parce que en fait c'était un peu le bazar. On faisait que 2 tours au lieu de 3 tours. On n'avait pas d'orga. C'était catastrophique. Les juges, on leur demandait de faire 2 tours ou 3 tours. Les juges ne savaient pas. C'était un peu le premier. C'était le début. C'était le crash test. Ouais. Par contre, on est les premiers parce qu'on était la vague de 7h du matin. Ok. Donc ça piquait. Et comme on n'avait fait que 2 tours, on est les premiers à franchir la ligne du premier Aerox en France. Okay, mais on s'est pris je ne sais pas combien de temps de pénalité, quoi. Incroyable. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Tu as été mordu direct? Ouais, ce que j'en tire, c'est que je me suis dit: ok, c'est mon sport. C'est ton je sport. Me rappelle, mon pote, il me dit: allez, ça y est, toi, t'es piqué, tu vas te mettre à fond là-dedans. Je lui ai dit oui. Tu verras, je vais me mettre à fond là-dedans. Et derrière, tu regardes ta date d'après, tu trouves quoi? Francfort? Ouais, je regarde Allemagne. Je demande, mon pote: non, c'est bon, moi, je reste dans le CrossFit. Tu pars solo? Ok, je sonde, j'appelle 2-3 collègues, personne intéressée. Je me dis: ok, aller traverser du désert, je le fais tout seul et voilà. Incroyable. Et le début de l'épopée, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu as déjà un certain palmarès. Tu as fait les championnats du monde de l'année dernière ou il y a 2 ans déjà? Les maintenant? deux. Tu as fait les deux. Comment ça s'est passé alors, ces qualifications? Raconte un petit peu ton parcours. Le but, moi, la première année, c'est que j'avais moins d'1 an pour me qualifier à Nice, mais c'était à la maison. Donc j'avais trop envie de me qualifier en solo. Bien je sûr. savais que c'était dur parce que je partais donc avec le crash test en Allemagne avec 1h15. Donc j'ai tout mis en place pour me qualifier et à chaque fois j'étais à ça, souvent 4e. Donc souvent 4e la première année. J'ai fait au moins 3 fois 4e. Et en fait, j'ai eu la chance à Bordeaux, il y avait déjà des qualifiés, donc j'ai été repêché. Wow. Et je participe au championnat du monde sans pression, parce que tu es repêché, tu es content, tu as le maillot bleu, blanc, rouge, y a ton nom marqué dessus et tu te dis: de toute façon, moi je suis repêché, voilà. J'ai rien à perdre, voilà, je suis là et je suis content, c'est du ouais. plus. Et en fait, au final, je suis repêché, mais je finis 2e français de ma caté d'âge parce que je claque 1h04 et je suis derrière 2e. Donc, Alan, dans ma catégorie, finit 1er champion du monde. Ouais. Et le 2e français, derrière, c'est moi. Je finis 21e mondial de la caté. Waouh, incroyable. C'était un très bon souvenir parce que je ne m'y attendais pas. Tu t'es préparé comme un pro? Ouais, mais j'avais zéro pression. Je me suis pression. préparé détente. Je voulais faire de mon mieux, mais j'avais atteint l'objectif parce que je voulais participer aux mondiaux. Avec Alain, on en a parlé un petit peu aussi des bobos, des blessures en Aerox, tu n'as pas réellement des blessures qui sont visibles, mais des bobos, tu peux avoir des tendinites, tu peux avoir plein de différentes blessures liées au sport. Qu'est-ce qui t'a un petit peu freiné? Je sais que tu as eu un moment un peu loin du terrain, on va dire. Ouais, en fait, au début, j'ai eu un essuie-glace, donc c'était difficile de faire du volume. Ouais. Et ensuite, juste après les mondiaux… Sur le genou d'ailleurs que tu avais pété au rugby ou pas? Non, inverse. Inverse. L'autre côté, ouais. Ouais, ça m'embêtait, je pouvais même pas faire 10 km par semaine, donc compliqué pour préparer des Aerox, quoi. Ouais. Donc beaucoup de bornes en vélo. Tu as essayé de compenser avec du vélo et tu as quand même eu ta qualification pour l'année dernière, quoi. Alors ça, c'était l'année de Nice. Ok. Et pour Chicago, l'année où je me qualifiais, en fait, en octobre, septembre, octobre, fin octobre, je me fais un barotraumatisme à l'oreille.
Et c'est là où tu disais que tu avais différentes… Donc, je me prends un mois allongé dans le lit, out. Vraiment, Pas bien. Je pouvais pas faire 10 pompes. Et derrière, je reviens, je m'en rappelle, à Noël, je vais chez mes parents, je recommence à monter sur le vélo, donc c'était très long. Je recommence à monter sur le vélo, j'avais pris du poids, etc. Et je savais que j'avais Toulouse en février. Et j'ai rattaqué en janvier à reprendre un peu le… Donc tu avais 4 semaines pour te mettre dedans, quoi. Et on va dire, j'ai de la chance. À Toulouse, j'ai pas beaucoup de concurrence pour la qualif. Certains avaient fait un peu l'impasse, ils étaient déjà qualifiés. Voilà. Et du coup, tu chopes la 3e place. Je fais 1h08 en février. Je reviens en étant hors de forme, hein, franchement. Mais avec de l'expérience et de la gestion, en me donnant sur les runs et en ciblant des stations, je réussis à faire 1h08. Et au final, ça me donne 2e. Qualif en poche, direction Chicago. Et franchement, là, je me suis dit, le taf, il est fait. Tu vas pouvoir aller découvrir les States. Et tu as du temps pour travailler. Donc, je décide d'appeler Andy Manusson pour perdre du poids, quoi, parce que j'avais pris du poids avec les temps d'arrêt. Tu étais monté à combien, 86? Ouais, j'ai même pas regardé parce que ça me déprimait. Mais, ouais, j'étais… Puis tu fonds musculairement et tu vois, tu prends du gras. Ouais. C'est une période pas facile parce que je pouvais rien faire, j'étais allongé. J'avais un peu des troubles de l'équilibre et j'étais complètement à l'arrêt. Et tu allumes Instagram, tu vois les mecs qui s'entraînent comme des ânes. Et tu dis… Toi, tu peux que prendre ton mal en patience. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est me dire qu'est-ce qui peut me faire avancer. Et je me suis dit, là, tu es allongé, tu peux rien faire. Regarde des podcasts sur la prépa physique, lis des livres, comment t'améliorer. Comme ça, tu peux mettre ton plan d'entraînement quand tu vas revenir et tu connaîtras mieux la prépa physique. J'ai fait ça. T'as bûché. Ouais, j'ai écouté le run, etc. Je suis rentré, j'avais plein de trucs à tester, et voilà. Et en fait, ça m'a permis de… Je l'ai pris comme un défi. Moi, je me dis maintenant, quand tu as une galère ou quoi, on te met un défi en plus. Voilà. C'est dur à dire parce que tu as les boules, ça te met un coup au moral. Bien sûr, sur le moment, tu te dis, mais quand est-ce que ça va bouger? Bien sûr, il y a des fois où tu es au fond de la gamelle, tu te dis, j'espère que ce n'est pas irréversible, que tu vas revenir. Mais il y a des choses plus graves aussi, tu relativises et tu te dis, il y en a qui reviennent de bien plus graves. Donc, il faut prendre son mal en patience, prendre des exemples. Parce qu'on parle souvent aussi des sportifs, des athlètes qui font des perfs incroyables. Mais aussi, il y a les vrais héros, tu as aussi ceux qui reviennent de maladies ou de trucs, les rééducations bien sûr. En express, c'est incroyable aussi. Ça, c'est des vraies performances, on n'en parle pas. Et voilà. Et donc, incroyable. Du coup, un petit défi. Et on va dire qu'aujourd'hui, je le regarde, je me dis que ça m'a apporté quelque chose en plus dans ma construction, tu vois. Tu sais par quoi tu es passé, les obstacles, et tu as su rebondir d'une manière différente. Et comme tu dis, tu as bûché, tu as pris tes propres connaissances, tu as appris de nouvelles choses via ta prépa. Aujourd'hui, tu nous as savaté, gros. Tu nous as fait un bel entraînement. On va en revenir, on va revenir dessus. On va mettre quelques images d'ailleurs dans le podcast. Mais suite à Chicago, qu'est-ce que tu te dis? Quels sont tes prochains objectifs? Tu vois, et notamment sur cette saison, qu'est-ce que tu avais en tête après Chicago? Après Chicago, je me suis dit le niveau il augmente beaucoup et que je fais une belle perf en duo avec mon binôme. Je me dis que j'ai plus un profil duo aussi et que ça peut être cool d'aller axé sur des performances duo, mais j'ai en même temps mon duo qui m'annonce qu'il veut se mettre au triathlon. Donc, un peu mitigé sur les objectifs. Ok. Et en fait, elles se sont écrites un peu en cours de saison, mes objectifs. J'ai l'objectif d'être meilleur en solo et de retrouver mon état de forme d'il y a 2 ans. Ouais. Et clairement, mon objectif, c'est de me rapprocher de l'heure pour moi en tant que… pour mon défi personnel, on va dire, sûr, pour être fier de moi et pour me dire, voilà, je vais exploiter mon plein potentiel. Et aujourd'hui, ça te placerait dans le top 10 français, sub 1 heure? Faut que je regarde, mais il me semble que si je fais moins d'1 heure, si on prend les temps, j'ai pas regardé parce qu'à Londres, il y a eu beaucoup de sub 1 et comme les courses ne se ressemblent pas toutes forcément.
C'est compliqué. J'aime bien parler plutôt du système de points qui Deux arrive. points. Quentin, il me parlait de la même chose aussi sur l'interview que l'on a eue. Il me dit aujourd'hui, l'objectif, c'est de te comparer plutôt avec les mecs sur le moment même de la course et pas juste en termes de temps. Parce que tu as des mecs que tu bats 3 fois dans l'année et 2 semaines après, ils vont claquer un meilleur temps sur une autre course qui est différente. Alors, ça se prend en compte. C'est pour ça que je trouve ce nouveau système, il est mieux. Moi, j'ai fait des places, je crois que l'année dernière à Nice, je fais 8e overall. Ça me ferait engranger des points. Bien sûr. Et pourtant, le temps, il n'est pas fou non plus, quoi. Ouais. Je pense que le système de points, en tout cas, il arrive à pic, à point nommé, surtout sur… voilà, aujourd'hui, on le dit souvent, certaines courses ne se ressemblent pas nécessairement et le niveau ne fait qu'augmenter. Et justement, le fait de se comparer sur les courses, système de points, il va faire une vraie différence. Bien sûr. On est venu te voir à Nice sur ton duo mixte avec Anka. Parle-nous aussi de cette expérience à Nice. C'était le feu. Alors, déjà, avec Anne-Caroline, pareil, on parlait des objectifs. Anne-Caroline a perdu sa binôme puisqu'elle s'est blessée, Mevena. Et du coup, on s'est dit, voilà, pourquoi pas tenter l'aventure en mixte. C'est vrai que c'était un nouveau défi à cocher, quoi. Et donc, en fait, c'était incroyable parce que déjà, il y a Alan qui s'aligne en mixte. Et on sait, le public français, quand il y a Alan, c'est quelque chose. C'est le feu. Ah ouais, parce qu'il est très populaire maintenant dans l'Aerox et on sentait une énergie incroyable. Nous, on était 2e derrière lui et je dirais… Au coude à coude. Ouais, je dirais au coude à coude. Sur les skis, on était dans la roue. On était dans la roue, quoi. Mais en tout cas, voilà, on en rigole parce que, pour la petite anecdote, quand je suis 2e à côté au ski, faut assumer derrière. Parce que tu pars vite et faut pas finir 8e au wall ball, tu vois. Donc, quand j'arrive au rameur et qu'on est 2e, et je crois qu'on a 35 secondes d'écart au rameur, je sors du rameur. Il y a une vidéo où il y en a qui m'ont dit « Tu parles à Alan derrière ». En fait, je sors du rameur et je dis à Alan « Tu vois, tu pensais qu'on allait faire la photo ski ensemble ?» Et tu vois, j'étais quand même frais pour être capable de parler, de vanner, quoi. Et j'étais rassuré, tu vois, de me dire… J'ai pas pété en plein vol et… Ouais, on va le faire, on va être 2e, tu vois. On savait qu'on n'allait pas abattre Alan, hein, mais on s'est dit, voilà, on va être dans les clous pour faire 2e, quoi. Et raconte le dernier run, tu me disais avant qu'on s'entraîne tout à l'heure, ce que tu dis à Anka pour arriver au wall ball. Ouais, en fait, les 3e, mine de rien, ils étaient… derrière nous, proche de nous. Et en fait, à Anka, au fente, je lui dis, écoute, là, on va bombarder. C'est le premier qui arrive au wall ball, il est 2e, quoi. Il gagne. De toute façon, celui qui arrive au wall ball, après, on met le même temps pratiquement. Bien sûr. Ouais. Donc, tu arrives avant, tu finis. T'as déroulé, t'es mort, tu passes ta balle, tu avances. Ça avance. C'est pas comme au solo où tu dois avoir une gestion. Si tu arrives trop mort, tu breaks, tu te mets 30 secondes de break, tu peux perdre ta course, tu vois. Bien sûr. Donc là, je lui dis, écoute, elle a tellement pris au pied de la lettre que je suis allé poser le sac. J'arrivais pas à la rattraper. Anne-Caroline, elle est partie lancer. En fait, je les ai vus derrière. J'ai pris pas mal de fentes. J'ai voulu accélérer et elle est partie comme une fusée. Et voilà, j'ai cru que j'allais pas la rattraper. Heureusement qu'elle avait un short fluo parce que je la voyais au loin. Pour la rattraper, il y avait du monde sur la piste. Et vous faites 2 sur la course. Et puis voilà, on est 2e overall derrière en 55-20, il me semble. Et c'est cool, pour une première, c'est cool. Bien sûr. Et franchement, la team TSE qui avait organisé ce COP de supporters, c'était une première, c'était incroyable avec nos têtes. Les têtes, incroyable. J'avais ma famille. Les drapeaux, c'était beau. C'était cool. Ouais, carrément. Belle expérience. Raconte aussi un petit peu ton parcours avec tes sponsors. Ouais. Je sais qu'on a Sveltus, on a TSE. Parle-nous un petit peu de… je sais que tu es un gars qui est très, très humain, justement, et tu connais tes racines. Ouais. Parle-nous un petit peu aussi que derrière les partenariats, derrière les sponsoring aussi, tu as ce côté humain qui te tient à cœur. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à avoir des sponsors, c'est sûr qu'en termes de performance, tu peux trouver meilleur que moi aujourd'hui.
Mine de rien, mais je pense que c'est un package en fait. Les marques ont envie de faire confiance à des personnes en qui humainement ça se passe bien, avec un échange et pas un chrono. Tu vois, on regarde un chrono, ok, bon, on va le sponsoriser, il fait tant. Je pense c'est un tout aussi. Comment c'est un engagement, c'est ce côté loyal, le fait de donner de sa personne, pas juste profiter, quoi. Et moi, avec TSE, en fait, au début, j'ai couru avec TSE parce que Thomas était déjà dans la team sponsorisée. Et pour faire du double, c'est naturellement que j'ai représenté la team. Et donc, Tini, qui est le patron de TSE, humainement, ça s'est super bien passé. Et donc, il m'a proposé de faire partie de la team athlète. Donc, j'étais super content. Et pareil avec Sveltus, tu vois, j'avais participé l'année d'avant à quelques créations de contenu avec eux. J'avais eu un super échange avec eux. Et ils m'ont appelé pendant l'été, au retour de Chicago, savoir si ça m'intéressait de faire partie de la team athlète. Et tu vois, je rentre du week-end où on a partagé avec la team Sveltus, CrossFit et Aerox. J'allais t'en parler. Raconte un peu ces défis Aerox, CrossFit, un petit peu que vous avez fait. Tu étais avec Jules, je crois. Raconte. Ouais, c'est vrai que j'ai été beaucoup confronté à Jules Castor sur les défis, qui est un très bon athlète français en CrossFit. Donc, c'était vraiment sympa. Franchement, la team Sveltus, elle est incroyable parce qu'on s'est vraiment marré déjà tout le week-end. J'ai pris un sacré shot de dopamine, mais pas en faisant du sport, surtout en rigolant. En rigolant. Ouais. Vous étiez à Montpellier, hein? Ouais, Montpellier, au centre Sveltus. C'est là-bas qu'il y a une centre physique perf. Une très belle salle, full matériel Sveltus. Et donc, on a fait des défis. Vous verrez donc sur les réseaux, à un moment donné, je fais 100 wall ball face à Jules. Mais on a démarré déjà pas sur le même standard, parce qu'il a démarré sur un standard CrossFit où il part d'en bas. Et moi, sur mon réflexe Aerox où je me remets en haut. Donc, je perds déjà 2 secondes au départ. Mais vous n'avez pas établi les standards. Quel standard? Non. Donc, il m'a eu à l'expérience. Vous avez quoi, une seconde d'écart? Il fait 2,52. Et moi, je fais 2,51, il me semble. À vérifier. Essaye de… Regarde, sans unbroken, tous les deux. En unbroken. Partage-nous peut-être quelques idées de finisher sur des séances que l'on peut faire, notamment, tu vois, un 100 en unbroken au niveau des wall balls. Partage-nous un ou deux autres finishers, ou du moins les défis que vous avez partagés, parce que dans notre groupe, c'est vrai qu'on fait beaucoup de finishers sur nos séances. Ouais. Tu vois, j'adore les 2 mômes qu'on a fait là sur les wall balls, le dernier. Ouais. J'adore ce bloc, me le mettre en plus sur les séances parce que ça me rajoute du volume wall ball. Ok. Le et 2 mômes, 30 wall ball ou 35. Là, on visait 35 parce que voilà, tu peux augmenter même à 40, ça te pince la récupération. Et en fait, ça te fait du volume et en fait, tu fais 5 fois la course avec ton pote. Donc, je trouve ça cool. Ouais. Donc, et 2 mômes pour les personnes qui ne connaissent pas, donc tu as toutes les 2 minutes. Tu pars toutes les 2 minutes. Généralement, tu peux stopper à 1 minute si tu es cuit comme moi j'étais cuit. Ouais. Et puis, tu as ta minute d'après de repos. Ouais, c'est ça. 5 fois. Et puis, tu t'es envoyé 10 minutes pour. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Tu trouves que c'est bien? Écoute, il faut qu'on mette les images. Et je sais que Polo, il va faire un bon job. Mais c'était compliqué. Ouais, pour moi, c'était incroyable parce que donc on s'est envoyé sur les sled push. Mais 4 premiers rounds impeccables. 5e, explosion en plein vol. Ouais. J'avais les guitares à la place des jambes. J'avais mon système nerveux qui était concentré sur Quentin, tu peux pas lâcher. Continue à marcher, ventile. Mais je me sentais comme un pantin. C'est pour ça, je pense que tu étais étonné. Tu m'as posé la question sur la première. Tu m'as dit, tu te paces là. Ouais, tu te paces. Ouais. Parce que ça fait un gros volume au final sur la séance. Ouais. Donc, après, on a quand même envoyé. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'étais plutôt en négatif split où j'envoyais petit à petit. Bien sûr, tu es monté un petit peu en progressif, crescendo. Ouais. Incroyable. Et donc, sur tes séances à la semaine, j'aime toujours parler aussi de programmation. Tu es plutôt un gars qui met beaucoup de volume de course,
je connais la réponse, mais où tu es quelqu'un qui justement essaye d'avoir un volume peut-être autour des 40-50 bornes. Comment tu te prépares un peu? C'est quoi ton style? Tu l'as dit dans la question, tu vois, je suis entre 40 et 50 sur la moyenne par semaine. J'ai fait des pics à 70 et je suis jamais monté au-dessus, tu vois. C'était vraiment sur des pics spé courses où j'ai voulu mettre du volume à Noël, tu vois, au mois de décembre, où j'ai essayé de borner. Et bon, pour certains, tu prends les triathlètes, ils vont te dire tu t'entraînes pas si tu fais 70 bornes par semaine. Mais pour moi, tu vois, il faut aussi voir d'où on vient. Pour moi, ça fait beaucoup. Je pense que c'est important d'instaurer la progressivité dans son volume. Au fur et à mesure. Voilà. Et je parlais justement avec le prépa de Quentin qui s'appelle Nico et je lui fais un petit clin d'œil. Nico, c'est un gars qui me disait, tu sais, ta progression, rien que si tu ajoutes ne serait-ce que 2 ou 3 bornes à ta semaine, c'est déjà beaucoup. Et il ne faut pas se planter à vouloir te rajouter 5 ou 10 bornes dans l'entrée de jeu. Il faut connaître aussi ton passif. Tu vois, nous qui étions dans le rugby notamment, on ne peut pas se permettre d'arriver et de s'envoyer des 70-100 bornes à la semaine. Alors que justement, peut-être que ce ne sont pas nos fondations. Est-ce que tu vois, aujourd'hui, c'est aussi une question que j'aime poser, est-ce que tu vois des sports comme le triathlon ou des personnes qui ont peut-être du passif dans la course à pied, dans le vélo, qui ont réellement un avantage dans le sport? Tu vois, dans Baptiste Triathlète, enfin Baptiste qui est dans la Team Sveltus, ça s'appelle comme ça. Baptiste Triathlète sur Insta, ouais. Il est énorme sur les runs. Tu vois, je le vois en pro. Lui, s'il passe des caps sur les stations, je le vois me doubler mais comme un malade sur les runs. Et il est en combien? Il passe en quoi? 3,20? Je pense, il doit être dans ses alentours. C'est impressionnant. Et Xavier Dufour, on en parlait. Il m'impressionne en run. Enfin, je regarde ses séances à la semaine. C'est un animal aussi. Des fois, c'est démoralisant même. Quand je vois ce qu'il publie sur Instagram, mais c'est son passif. Aussi, bien sûr. Il a été à l'INSEP. C'est un très bel athlète. Il faut le reconnaître et dans son sport. Et lui, il respecte aussi ce qu'il a fait dans son passé. Donc, je pense qu'il a gagné et il l'a prouvé. Et puis Chicago, c'était sur les stations et là, il montre qu'il a bossé. Quentin, il me le disait. Il dit Quentin, quand je regarde les entraînements de certains à la semaine, mais je me dis que je suis pas bon, quoi. Et c'est marrant parce que justement, dans le milieu, forcément, tu regardes ce qui se fait aussi à droite et à gauche. Donc nous, on est sur un niveau qui est moins élevé que le vôtre. Aujourd'hui, pour un athlète intermédiaire, c'est aussi une question qui revient souvent. Un athlète intermédiaire qui est quand même proche d'un bon niveau, qui est quand même au-dessus de la moyenne, cette différence avec vraiment le niveau top 15, top 10, vraiment, et se rapprocher de l'heure, qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence? Le travail, la prépa, être organisé, pour toi, en termes de priorité? Moi, je pense que la différence au très haut niveau, elle se fait dans la récupération. C'est-à-dire les personnes qui vont être capables de récupérer vite et de pouvoir enchaîner du volume dans la semaine. Toi, tu le disais, aujourd'hui, c'était tes devoirs. Et demain, tu peux t'envoyer exactement la même séance ou une autre séance qui envoie tout autant. Et c'était pas un hard day aujourd'hui, c'était une séance où j'ai fait mes devoirs, on va dire. C'était une séance, un jour basique. Basique, Et je pense qu'il n'y a pas de séance parfaite où tu dois… on voit passer sur Instagram des séances, tu te dis « Waouh, ok, c'est pour ça qu'il progresse ». Mais pour moi, ce qui m'impressionne le plus, et je vais prendre un exemple, c'est Geoffrey. Geoffrey, bon, bien sûr, il y a des séances impressionnantes, mais c'est la répétition et la régularité, tout le temps, en fait. Tout le temps. Il n'y a pas de petites séances. Même, on va se dire, ça sert à rien, là, je vais courir 5 km. Si, en fait. Je pense que les champions ont cette capacité de se dire, se rajouter ce petit travail, et dans ta semaine, en fait, ça fait la différence. Petit détail, grande différence. Grande différence. Et si tu devais aujourd'hui définir ton athlète parfait, si on prend en premier, on a cité un petit peu tous les gars du circuit, mais si on prend course à pied, les courses. En course à pied on parle que des Français ou On parle que français là. Ouais, que des Français. Xav. Xav. Ouais, sur le run. C'est quelqu'un. Le mec qui s'envoie des 20 km, il se dit run en
J'ai même pas envie de dire le pace parce que ça va nous démoraliser. Ouais. Si on parle de station. Ouais. Station, ça dépend des stations en fait. Alors, si je te mets du push-pull. Geoffrey est très impressionnant sur le pull. Sur le pull. Ouais. Après, en push, fut un temps, j'étais pas trop mal dans le game, mais avec les nouveaux turfs, on va dire que j'ai un peu plus de mal. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle position à avoir sur ces nouveaux turfs. Plus basse, tu voudrais dire? Je pense que je me mets trop bas, ça m'épuise. Tu vois, j'ai trop voulu être bas sur les appuis par rapport à Chicago. Ouais. Et je remarque qu'en fait, ils ont quand même réglé le tir Aerox sur l'adhérence. L'adhérence. Et en fait, plus haut, tu te reposes quand même plus, je trouve. Ouais. Donc, je sais pas, sled push, ça dépend des courses, je trouve. Ça varie beaucoup, en fait. Sur ce qui est ergo, tu dirais qui? Guillaume Levoy, il est fort hein, sur les ergos. Ouais. Ça envoie pas mal. Je vois les séances qu'il met. Si je te parle de burpees broad jump. Burpees broad jump, Alan, il est quand même très fort sur les burpees. Ouais. Je vois, il met quand même. Je pense qu'il bosse aussi beaucoup la technique. Sur ses burpees, il met du rythme. Il a de l'intensité sur ses burpees, ouais. Je dirais pas Joff du coup, parce que là, il a un axe d'amélioration en ce moment. Désolé Joff pour la petite. Il est très fort sur beaucoup de stations, mais. Non, mais je pense qu'il est. Alan est très fort là-dessus. Ouais. Et sur la gestion de course et arriver sur les wall balls. Sur la gestion de course en général, Joff, c'est le meilleur. Ouais. Gestion de course, je pense. Après, je regarde maintenant, il y en a un qui prend de l'expérience. C'est pas pour rien qu'il en est 15 maintenant. C'est Alan. Je pense qu'en termes d'expérience et de gestion, il doit être très fort maintenant. Ouais. Je pense c'est un gros bosseur et la gestion de course maintenant, il se connaît tellement qu'elle doit être proche de la perfection. Proche de la perfection, exactement. Ouais. Wall ball. Wall ball, il y en a pas mal qui font sans unbroken maintenant. Ça devient un standard. Ça devient un standard. Ouais, franchement, allez, on va dire Joff parce que pendant longtemps, ça a été le meilleur là-dessus. Ouais. Je lui ai mis un tir sur les burpees, donc je suis obligé de te récupérer. Je suis obligé de dire que c'est lui sur les wall balls. Et après, deux critères qu'on ne voit pas, mais mental d'acier. Mental d'acier. Je pense que c'est dur de dire une personne parce que tous à son niveau. Bien sûr. À partir du moment où tu as accepté cette zone d'inconfort pendant plus d'une heure, et pour ceux qui vont au-delà en termes de temps, bravo, tu vois. Je trouve que c'est incroyable. Ouais. Après, les mecs qui sont derrière, qui reviennent dans la course, tu vois, il faut avoir cette faculté aussi mentalement à rien lâcher et à un moment donné, avoir vécu la compétition, avoir cette culture de la gagne et, comme on dit, avoir les crocs. Avoir les crocs, ouais. Et comme ça, c'est dur à dire. J'ai pas d'exemple, mais nos champions français, tu regardes à un moment donné, mentalement, s'ils sont devant, c'est que mentalement, ils sont au-dessus. Clairement. Et peut-être la dernière question, sur l'aspect humain, sur l'aspect communication, bien-être avec tout le monde, qu'est-ce que tu aspires aussi, toi, à devenir dans le milieu Aerox? Écoute, moi, j'aimerais bien… j'adore le partage. Tu vois, le sport, de base, c'est vivre des émotions, partager, tu vois, des moments uniques. Je pense que c'est pour ça, c'est ce qui nous relie aussi quelque part. C'est être fier de soi, c'est partager en double des performances qu'on ne se pensait pas capable de faire, tu vois, peu importe sa performance. Bien sûr. Elle est personnelle au final, les objectifs qu'on se fixe. Et voir, tu vois, pendant les Aerox, les gens contents de leur performance, voir leur progression, tu vois, dans l'accompagnement, je trouve que c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Tu vois, accompagner, être fier de sa performance à soi, mais aussi être fier des autres, ceux pour qui tu as pu inspirer ou accompagner. Je pense que c'est cool, tu vois. Moi, quand je vois R2,
des personnes à qui j'ai pu donner des Des conseils. petits conseils par-ci, par-là et qui reviennent viennent me vers voir, toi. merci, j'ai amélioré mon temps, c'est vraiment cool, ça fait la diff, ça. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Les gens, c'est ils sont contents. Ouais. Et humainement, le partage, c'est ce qu'il y a de plus beau, on va dire. Exact. Là, on te voit sur quelle prochaine course alors? Écoute, j'ai le dossard pour Toulouse, Ouais. mais je sors de maladie, on va dire. J'ai eu du mal avec cette gastro. Donc, je recommence doucement. Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de faire Toulouse. Tu vois, l'envie est là, Mhm. mais il ne faut pas oublier qu'il y a le Grand Grand Palais Palais derrière et Lyon. J'ai encore 2 cartouches pour me qualifier en solo. Faut voir. J'ai fait Nice où j'ai doublé. J'ai fait un bon mixte avec Anka. J'ai enchaîné le lendemain. Ce qu'on disait, tu te fais Toulouse là, cette semaine, il faut être quand même léger pour Bien sûr. préparer la Pour course. récupérer, ouais. Après, il faut récupérer après la course. Ouais. Ça te fait 2 semaines en moins de travail. Ouais. Est-ce que c'est pas plus intéressant de dire je fais l'impasse sur Toulouse, ça Et évite je un reviens déplacement, je fais un vrai cycle. Ouais. Et je reviens balèze pour. Je vais voir pour là en parler. un peu mon état de forme. Mhm. On va voir. Impeccable. Qu'est-ce qu'on te souhaite du coup pour cette fin de saison, mon bro, et pour la suite? Écoute, je pense que pour cette fin de saison, il faut voir toutes les dimensions. Tu vois, il y a la performance, mais il y a aussi l'aspect qui va autour. Tu vois. Se créer un environnement qui est sain et sur lequel aussi tu puisses durer sur le long terme. Exactement. Tu vois, on va dire, il y a un camembert et il faut que tout soit bon. Tu Exactement. vois, si Ouais. tu veux être heureux, je sais pas, si je fais 58 demain, mais que je suis pas heureux dans ma vie, c'est pas ce qu'on veut non plus. Exactement. Donc je pense que c'est trouver un équilibre et cocher le maximum de cases pour être épanoui. C'est le plus important, je pense. Trop bien. Écoute, on a hâte de te suivre sur les prochaines courses. Ouais. On te fera aussi de belles vidéos. Et puis écoute, on te souhaite le max, plein de belles choses dans ta vie personnelle comme professionnelle. Et une nouvelle fois, c'était un plaisir de s'entraîner, de s'être mis dans le rouge. Ouais. Pour toi, c'était de voir. Et puis pour nous, c'était un rappel à l'ordre que voilà, il y a du niveau. Donc félicitations. C'était un plaisir. Et puis à tout bientôt, bro. Salut.